Aujourd'hui, rencontre avec Mohamed Harkoun, anthropologue et historien de la pensée islamique. Mohamed Harkoun, bonjour. Bonjour. Ce qui nous intéresse, c'est les sociétés maghrébines, où il est un fait, c'est que plusieurs langues existent, aux côtés de l'arabe qui est la langue officielle. Donc la question, c'est que font les sociétés du Maghreb, des pays du Maghreb, de leur outil linguistique? Quel regard vous portez sur cette question? Exactement. La question de la langue reste un des problèmes le plus complexe et le plus difficile à résoudre dans l'ensemble de l'espace maghrébin. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a une langue qui existe dans cet espace depuis des temps immémoriaux. C'est la langue que l'on appelle le berbère, ou samazirt en termes berbères aujourd'hui. Elle a existé de tout temps. Et l'espace maghrébin est ouvert au parcours des peuples et des civilisations et des cultures dans la Méditerranée. C'est ainsi que le Maghreb a connu l'intervention il y a très longtemps des Phéniciens, venus de la Phénicie, dans la région du Proche-Orient, le Liban, etc., ce qui est aujourd'hui le Liban, et ensuite Rome surtout. Et Rome est resté longtemps au Maghreb. Et qui dit Rome dit le latin, la langue latine. Il suffit de rappeler que Saint Augustin, le fameux Saint Augustin, grand penseur de la catholicité, a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie, à Annaba, à Bonn, et donc il parlait aux populations de Tunisie, d'Algérie actuelle, et qui était justement l'Afrique du Nord. Il leur parlait en langue latine. Il prêchait en latin, et il écrivait en latin. Et donc il y avait des habitants de ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb, qui apprenaient le latin. Des Africains, donc, comme on a été obligé d'apprendre le français. Et comme on a été obligé, à un moment donné, évidemment, de s'initier au turc quand les Ottomans étaient en Algérie, en Libye, etc. Quant à l'arabe, évidemment, alors là, c'est le gros morceau, qui est intervenu à partir de 640, 700, l'intervention de la langue arabe, avec sa culture, mais surtout avec le Coran, et avec tout ce que le Coran a produit en termes d'œuvres de culture en langue arabe. Et c'est ainsi que l'arabe a pris une position tout à fait dominante, parce que non seulement c'est une langue écrite, c'est une langue liée à plusieurs cultures, mais c'est la langue du Coran, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi l'ensemble du monde arabophone est concerné par cette situation. Une langue liée à une révélation, et révélation qui est la parole même de Dieu qui s'exprime dans le Coran. Ça crée un poids tout à fait considérable dont nous constatons aujourd'hui justement le poids. Un poids tel qu'il est difficile de considérer l'arabe comme un problème de linguistique générale de toutes les langues et de traiter par conséquent cette langue en dehors de la référence au fait que c'est la langue de la parole de Dieu, c'est-à-dire une langue chargée de sacré et de ce fait sacralisante. Ça, c'est un grand problème. Le deuxième grand problème, c'est que la langue arabe écrite est différente de la langue parlée quotidiennement par le monde arabophone. Chaque pays a son dialecte, ce qu'on appelle un dialecte, c'est-à-dire un dérivé de la langue. Maintenant, la sociologie linguistique de l'espace maghrébin. Ça, c'est la première chose que les États auraient dû considérer dès le départ. Ils ne l'ont pas fait? Et ils ne l'ont pas fait, bien sûr. C'est pour cela que la question de la langue, je l'appelle la question de la langue. Une question, c'est quelque chose qui nous interroge et que nous devons prendre en charge et auquel il faut donner une réponse scientifique par le biais de l'État, qui doit organiser une politique de la langue. L'autre grand problème pour la langue arabe, qui est maintenant officielle, c'est la langue officielle, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est pas ça que je discute.
Je discute l'efficacité de l'outil linguistique. La langue arabe officielle doit être une langue performante. Performante pour faire passer les nouveaux lexiques Elle ne l'est pas des sciences de l'homme et de la société. Les nouveaux lexiques. C'est-à-dire tout l'effort de conceptualisation scientifique pour parler, par exemple, de notre anthropologie culturelle au Maghreb. Vous dites cela comme si elle ne l'était pas. Vous pensez Bien qu'elle ne l'est sûr, pas? elle ne l'est pas. Parce que l'histoire de la langue arabe a une histoire, comme la langue française, comme toutes les langues du monde. 1453, les Turcs ottomans prennent le pouvoir à Constantinople, qui devient Istanbul. Et la langue turque d'administration, la langue d'administration de l'Empire turc, ça va devenir le turc et non plus l'arabe. Voilà encore une dimension de la langue arabe. La langue arabe, qui était la langue de l'administration, la langue de l'État, la langue de la connaissance, la langue intellectuelle, etc., va cesser d'être la langue de l'administration, de la bureaucratie, d'être la langue de toutes les activités intellectuelles et scientifiques. Et elle revient Et quand? donc, il y a un retrait de la langue. Les lexiques qui avaient été constitués dans le haut Moyen-Âge ne vont pas pouvoir s'épanouir et continuer de s'enrichir. Et ça dure quand même du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et c'est seulement au XIXe siècle, avec la Nahda, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Renaissance arabe, que l'arabe va renouer avec une activité intellectuelle digne de ce nom, et avec la recherche scientifique qui va venir de la modernité. Mais qui va être entravée par la politique. Mais il y a un décalage trop grand. Entre la langue des philosophes des Lumières au XVIIIe siècle et la langue arabe, mais c'est pas possible. Donc un immense fossé s'est creusé. Et ce fossé-là, au lieu de le combler très vite par une politique de la langue au lendemain des indépendances, on a fait une arabisation accélérée. On voulait à tout prix que tout le monde parle en arabe, donc scolarisation, ok, ça c'est fait. Mais la recherche scientifique n'a pas suivi. Parce qu'il fallait ou bien faire de la recherche scientifique sur place dans nos universités et produire cela directement en arabe, ou bien traduire tous les ouvrages extrêmement importants en sociologie, en anthropologie, en linguistique surtout, etc., et les traduire en langue arabe. Mais les traduire en langue arabe, c'est difficile, et jusqu'à présent. Comme ça a été fait à l'époque abbasside avec les textes grecs. Par exemple, pour la traduction de mes livres, c'est la croix et la bannière. Mes livres sont traduits, mais mal traduits. Donc qu'est-ce qui explique mal ce traduits. retard C'est pas la faute du linguistique? traducteur, c'est la faute de l'arabe qui ne fonctionne pas de façon scientifique dans les sociétés arabes. Parce que les lecteurs d'ouvrages en arabe aujourd'hui, qui n'ont jamais été formés à la culture historienne ou à la culture sociologique, comment voulez-vous leur donner un mot comme, par exemple, myrial? C'est un mot nouveau que j'ai personnellement introduit pour désigner l'imaginaire social. Ou bien le mot humanisme. Ansana. Je suis obligé de créer un néologisme alors qu'au temps de l'arabe classique auquel j'ai mentionné, l'humanisme s'appelait adab. C'est un concept large. Or, dans l'arabe contemporain, adab désigne la littérature. Le département de littérature, alors ça n'a rien à voir avec l'humanisme. Alors vous voyez combien c'est compliqué et combien c'est vital, la question linguistique au Maghreb. Elle n'est pas résolue. Elle est en voie, bien sûr. Il y a des travaux. Par exemple, autre chose que j'ajoute, un dictionnaire historique de la langue arabe. Eh bien, on l'attend toujours. Il n'y a rien. Même pas un projet en route. Même pas un projet en route. Alors qu'il y a des académies arabes, alors qu'il y a la Ligue arabe, il y a la LESCO, il y a tout cela, mais le dictionnaire, c'est vital.
Toutes les grandes langues européennes ont un dictionnaire en 20 volumes, en 30 volumes. Le français, il y a ce qu'on appelle le trésor de la langue française de 25 volumes qui a été fait pendant 30 ans de travail, depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Oui. C'est un outil linguistique qui reste c'est énorme, à construire. la question linguistique est énorme. Parce que pour la communication scientifique et pour l'éducation pour les élèves, comment voulez-vous communiquer aux élèves la terminologie moderne dans l'écriture de l'histoire? Parce que l'histoire est pluridisciplinaire. Elle puise dans toutes les disciplines. Ça, c'est un problème d'actualité. Il faut que tout le monde y participe. Merci en tout cas pour votre éclairage et pour votre parole. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez sur Mediasat. Les programmes et l'info continuent.